BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 sur BFM Business. C'est donc Pascal Saint-Amand qui est avec nous par vidéo interposée ce matin. Bonjour Monsieur Saint-Amand, merci beaucoup d'être avec nous ce matin quelques minutes sur BFM Business. Je rappelle, vous êtes directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Vous êtes un des grands artisans de ce que j'ai appelé moi le grand Big Bang fiscal mondial prévu pour 2023. Vous l'achetez déjà ce terme de grand Big Bang fiscal? On peut dire ça comme ça pour vous, Monsieur Saint-Amand? Je ne sais pas si c'est un Big Bang, mais effectivement, c'est un changement assez profond des règles de fiscalité internationale avec l'introduction d'un impôt minimum pour les multinationales de 15%, ce qui signe à la fin de la concurrence fiscale. Donc oui, pourquoi pas un Big Bang? On va revenir sur ce qui sont les deux piliers, comme on dit dans le jargon de cette grande réforme. Ça nous a tenu en haleine combien de temps en termes de négociations? C'est pas fini, bien sûr, mais on est déjà à quoi, 4-5 ans de négociations, Monsieur Saint-Amand, aujourd'hui là-dessus, hein? On peut dire ça, on peut dire 4 ans de négociations. En réalité, les changements, ils remontent à 2008-2009. Jusqu'à 2008-2009, pendant près d'un siècle, on a eu un cadre pour la fiscalité internationale, c'est-à-dire une fiscale entre les États. Ce cadre-là, il correspondait à une vieille économie fermée, avec des frontières. Et tout ça a explosé avec la crise financière de 2008. On a commencé à s'y attaquer avec la fin du secret bancaire, la coopération entre les États, qui est une façon de lutter contre les paradis fiscaux. Et ce que vous appelez banque, c'est lutter contre les paradis fiscaux du point de vue des multinationales. C'est l'étape d'après. Accord validé, donc c'était en octobre, par 137 pays qui pèsent en cumulé un peu plus de 90% du PIB mondial. Vous nous dites 2023. Alors, est-ce que ce calendrier sera tenu? Parce qu'il y a encore beaucoup d'échéances que vous allez nous rappeler. Et puis, je crois que certains négociateurs, sous couvert d'anonymat, comme on disaient d'ici là, que peut-être ça sera un petit peu serré. Vous y croyez à l'échéance du 1er janvier 2023, personnellement? Alors, c'est très serré. C'est très serré et le fait que le calendrier est très serré vient de la volonté du G20, la volonté des chefs d'État et de gouvernement de montrer que les choses changent et qu'on ne peut plus tolérer l'utilisation des paradis fiscaux. Et donc, ils fixent un calendrier qui est extrêmement ambitieux. En même temps, jusqu'à présent, on a tenu les délais. On avait une échéance fin 2020, on a produit en courant 2021 en dépit de la crise de Covid. Alors, pourquoi c'est serré? Parce que pour mettre en place cet impôt minimum, à 15% au lieu de 0% aujourd'hui, donc il y a une grosse augmentation. Il faut que tous les États changent leur législation. Mais pour que les États changent leur législation, il fallait qu'ils aient un modèle. Et bien ce modèle, on l'a élaboré entre le 8 octobre, qui est la date de l'accord politique, et la fin du mois de novembre. Donc en 6 semaines, on a travaillé jour et nuit pour produire les règles. Elles sont prêtes et la Commission européenne a proposé une directive le 22 décembre. Donc, vous voyez, les choses sont allées extrêmement vite et dès le 2 ou 3 janvier, la présidence française de l'Union européenne en fait une priorité pour que cet impôt minimum devienne une réalité dans l'Union européenne. Donc, sur l'impôt minimum, je crois qu'on va tenir les délais. Sur l'autre aspect, qui est comment mieux taxer les multinationales, mieux se partager le profit des grandes multinationales, y compris du numérique, il faut une convention multilatérale, un traité mondial, si vous voulez. Il sera prêt en juin. Il faut que les États le signent. Je crois qu'il sera signé en juin. Après, il faut que cet accord soit ratifié par tous les États, y compris les États-Unis. Et là, on va voir si ça se fait. On l'espère, on a bon espoir, et on verra ça d'ici la fin de l'année. Là, donc, sur ce deuxième pilier, cette meilleure répartition, vous êtes un petit peu moins serein, j'ai l'impression, sur l'échéance du 1er janvier 2023. C'est ça qu'il faut comprendre, Monsieur de Saint-Amand? Un peu plus prudent, parce que normalement, pour ratifier une convention multilatérale, ça prend un peu plus que 6 mois. Là, on a en même temps une dynamique politique extrêmement forte qui fait que nous pensons que c'est tout à fait faisable, même si on est prudent. Pour le pilier 2, c'est l'impôt minimum mondial, je pense qu'on est en très bonne voie. Une question quand même sur cette imposition minimale à 15%. Alors il faut rappeler quand même l'ampleur de l'exploit. 137 pays qui l'ont signé. Certains qui l'ont signé un petit peu à contre-cœur apparemment, comme l'Argentine, d'autres pays en voie de développement par ailleurs qui n'ont pas signé, considérant que 15%, ça n'était pas le taux le plus adapté pour eux concernant leurs intérêts. Est-ce que vous dites que certains ont signé avec rancœur, que le fait que certains n'aient pas signé est un petit peu dommageable finalement? Alors non, c'est pas dommageable. Que certains n'aient pas signé. Qui n'a pas signé, hein? Vous avez le Pakistan et le Sri Lanka, le Niger et le Kenya. Tous les autres pays en voie de développement, qui sont membres du cadre inclusif, ont signé. L'Inde apparemment a signé, mais un peu à contre-cœur aussi, comme l'Argentine. Hein. Oui, en fait, tout le monde a signé à contre-cœur. Vous savez, c'est
c'est comme quand vous négociez âprement quelque chose. Si l'accord est bon, eh ben, le vendeur et l'acheteur, en quelque sorte, sont mécontents. Et ils sont contents à la fois parce qu'ils signent. Et donc oui, vous avez raison de dire que ça a fait l'objet d'une vraie négociation. Une vraie négociation qui précisément reflète, puisque vous mentionniez les pays en voie de développement, reflète les intérêts des pays développement. En ce qui concerne l'Argentine, l'Argentine est un pays que j'adore, ils sont un peu compliqués, ils ont toujours été très compliqués, et le ministre des Finances argentin parle beaucoup, Oui. mais il a signé, et l'Argentine a vraiment méchamment besoin de l'impôt qu'il ne collecte pas aujourd'hui. Donc il y aura un changement très profond en Argentine du fait de cet impôt minimum mondial, comme c'était le cas d'ailleurs du fait de la fin du secret bancaire. Les Argentins ont beaucoup à y gagner. Et cette mesure, donc on le rappelle, elle rapporte aux alentours de 150 milliards de dollars. La France, vous allez nous confirmer, devrait récupérer 4 à 5 milliards dans l'histoire. 150 milliards de dollars, c'est le coût de quoi aujourd'hui? De l'optimisation fiscale à travers le monde, c'est ça finalement? C'est ça, absolument. Ouais. Il y aura plus de 150 milliards de dollars, vous avez raison, c'est des dollars qui vont rentrer dans les caisses des États, c'est-à-dire des 130 États. Et cet argent, c'est quoi? Aujourd'hui, les multinationales, elles peuvent localiser leurs profits dans des pays qui taxent à moins de 15%. Et souvent, c'est 2, 3, 4%. Eh bien, avec le filet de sécurité qu'on introduit, avec un mécanisme assez compliqué, mais on a un filet de sécurité, ce qui compte, c'est le résultat, eh bien, les entreprises devront payer au moins 15% sur les profits faits à l'étranger. Oui. Alors, que les choses soient claires, la France, elle taxe à 30%. La France va continuer à taxer 30%, à 30% le résultat de ces multinationales en France. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, les résultats des multinationales françaises faits à l'étranger peuvent y être taxés à moins de 15% et la France ne prend rien, ne prend aucune différence. Bien, le mécanisme, c'est que la France prendra jusqu'à 15%, ce qui, à l'étranger, aujourd'hui, est taxé en dessous de 15%. Donc, on voit bien que c'est une amélioration très sensible, d'où les 150 milliards de dollars supplémentaires qui vont rentrer dans les caisses de l'État. C'est la fin de la... C'est ça, mais c'est ça que j'avais su, j'allais vous demander une confirmation. Vous dites vraiment c'est la fin des paradis fiscaux. Vous me disiez c'est un processus qui a été engagé notamment après la crise de 2008. Aujourd'hui, vous me dites l'optimisation fiscale à travers le monde, c'est 150 milliards d'euros. C'était combien quand on a engagé ce processus aux alentours de 2008-2009, monsieur de Saint-Amand, finalement? C'est toujours difficile de dire quel est un chiffre que l'on ne connaît pas par définition, puisque c'est de l'argent qui n'est pas collecté, donc on ne sait pas. Mais nos estimations à l'OCDE, c'est qu'on était sans doute aux alentours de 250-300 milliards de dollars par an. Mais on a fait une première vague qui était entre 2012 et 2015, qu'on a appelé BEPS pour l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices. BEPS, c'est l'acronyme en anglais. Et ça a réduit les choses, mais pas complètement. Et donc, cette nouvelle vague, et sans doute la dernière, devrait vraiment limiter les choses. On n'autorise plus les multinationales à faire de la planification en dessous de 15%. Et aujourd'hui, on imagine qu'elles sont aux alentours de 7-8% de taux effectif d'imposition sur les profits faits à l'étranger. On va remonter ça à 15%. C'est aussi une chance pour les pays en voie de développement parce que souvent, ils vont donner des incitations fiscales, des exonérations pour attirer des investissements et ils se font de la concurrence entre eux et en fait, tout le monde y perd, sauf les multinationales. Et ce filet de sécurité à 15% va permettre aux pays en voie de développement de démanteler la plupart de leurs incitations fiscales sans perdre les investissements. Là aussi, c'est bénéfique pour le développement. Encore une question sur alors, le deuxième pilier, donc cette meilleure répartition de l'imposition des multinationales. Ce que vous expliquez, c'est que ça devrait viser, je cite, les 100 entreprises les plus profitables au monde. Est-ce que ce n'est pas le moment de rebattre un petit peu l'idée en brèche selon lesquelles ça va surtout viser les grandes multinationales américaines? Il y a de tout dans cette liste des 100 plus grandes entreprises, Pascal Saint-Amand, aujourd'hui. Clairement. Alors, on se souvient que ces négociations, elles sont parties du constat notamment des Français que les GAFA, pour reprendre l'expression qui est française, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, n'étaient pas taxés en France alors qu'ils y réalisaient du profit. Avant qu'on fasse nos travaux, ils étaient taxés nulle part. Après les travaux BEPS que je mentionnais, ils étaient taxés aux États-Unis. Mais les Français disaient à juste titre, nous on veut notre part. Et donc, ce pilier a pour objet de viser cela. Mais les Américains ont dit OK, mais nous on veut notre part sur Louis Vuitton. Et aujourd'hui on n'a pratiquement rien, même si Louis Vuitton n'est pas une entreprise numérique. Et donc l'accord porte sur les 100 plus grandes entreprises mondiales, c'est les semi-conducteurs, c'est le luxe, c'est aussi les grandes entreprises de distribution qui peuvent être très profitables. On prend les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 milliards d'euros et la profitabilité au-dessus de 10%. Et ces entreprises
numériques et non numériques, devront reverser un quart de leur rente, c'est-à-dire de leur méga profit, aux pays de consommation, oui, qu'elles y soient présentes physiquement ou pas. C'est-à-dire Google, Facebook, qui peuvent avoir des activités en Autriche, en France ou ailleurs, sans y être présents physiquement, c'est la numérisation de l'économie, eh bien devront maintenant verser un quart de leur profit à ces pays de consommation. C'est ça l'accord, et c'est un accord révolutionnaire aussi parce qu'il met fin au système actuel qui était extrêmement compliqué. C'est des règles de prix de transfert, il faut que les entreprises jouent à la vente, déterminent quel est le prix des transactions internes au groupe. Personne n'y comprend que dalle. Et le résultat, c'est que les profits finissent dans les paradis fiscaux, ou en tout cas dans des juridictions à faible fiscalité. Et c'est ça qui est changé avec cet accord, en plus du filet de sécurité à 15%. Et à terme, ça sera donc la suppression des taxes GAFA nationales mises en place dans de nombreux pays, à l'instar de la France, Pascal Saint-Amand. Voilà, c'est aussi ça qui va... C'est la contrepartie de l'accord, si l'accord est appliqué. C'est-à-dire si les États-Unis ratifient la convention. Alors voilà, est-ce que vous attendez dans la dernière ligne droite à des complications avec les Américains? On va être en année électorale. En plus, aux États-Unis, ça peut jouer peut-être ça, Pascal Saint-Amand, quand même. Alors oui, ça peut jouer. Néanmoins, cet accord, fondamentalement, il est bipartisan. Il correspond à ce que les républicains voulaient. On sait bien que le caractère bipartisan de la vie politique américaine est maintenant assez endommagé. Néanmoins, on a bon espoir que dans les 6 mois qui viennent, il y aura la signature de la convention multilatérale. Il est tout à fait possible qu'elle soit ratifiée dans l'année. Et si elle n'était pas dans l'année, elle le sera rapidement parce qu'il n'y a pas d'alternative à cette voie. Merci beaucoup Pascal Saint-Amand. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous faire un bel exercice de pédagogie autour de ce, on va dire ça, Big Bang fiscal mondial à partir du 1er janvier 2023. Et vous nous avez confirmé qu'effectivement, vu tout ce qui est encore à concrétiser, ça sera bien d'avoir un an supplémentaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Merci beaucoup Pascal Saint-Amand. Bon courage, bonne année 2022, bon courage pour la dernière ligne droite de cette grande réforme. Merci infiniment.